Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 38 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Nele Wisman. Bonjour Nele. Bonjour, guten Tag. Alors Nele, vous êtes attachée de recherche à la Fondation Konrad Adenauer au bureau de Paris. Vous êtes chercheuse associée à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Vous êtes aussi dans le comité des études franco-allemandes, le CERFA. Vous avez plusieurs sujets de recherche. Le premier, immigration et intégration en Allemagne. Le second, c'est sur le populisme et l'extrême droite en Allemagne. Et puis, vous travaillez aussi sur les relations franco-allemandes. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour parler sur deux séries allemandes. Mais avant, j'aurais aimé savoir, Nele, comment on fait aujourd'hui pour mêler deux thèmes de recherche que sont l'immigration et l'extrémisme, l'extrême droite en Allemagne. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, comme vous l'avez évoqué, j'ai commencé vraiment ma carrière de recherche en me penchant notamment sur des questions de migration et d'intégration. Donc, une question qui me tient particulièrement à cœur et qui d'ailleurs passionnant aussi d'un point de vue franco-allemand, par exemple, c'est la religion. Donc, comment l'État allemand, État qui n'est pas laïque, se positionne par exemple face à l'islam. Donc, il y a énormément de choses à dire et expliquer aussi à titre comparatif avec la France. Puis, arrive l'été 2015, qui sera vraiment un grand tournant pour l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre, hein, et du coup, d'une certaine façon aussi pour ma recherche. Donc, dès le début de la soi-disant crise des réfugiés, enfin, moi, j'aime absolument pas ce terme, car on peut dire aujourd'hui que certes, même si la situation a été dramatique en 2015-2016, la crise, c'était plutôt bien géré en Allemagne. Mais nous tous, donc tous ceux qui observent de près et au quotidien l'Allemagne, nous ressentons que les climats sociétals changent. C'est quelque chose d'extrêmement important, marquant, vraiment historique, peut-être même aussi important que la chute du mur de Berlin se passe. Moi, j'aime bien reprendre cette fameuse image que le président fédéral de l'époque, Joachim Gauck, a utilisée. Donc, en 2015, il est en visite sur les lieux d'attaque au cocktail Molotov contre un foyer de demandeurs d'asile à Heiden, en Saxe. Et là, le président allemand Joachim Gauck prononce un discours qui fait débat en Allemagne, qui le fait toujours aujourd'hui en Allemagne. Donc, il distingue l'Allemagne de la lumière, donc le helles Deutschland, de celle de l'Allemagne des ténèbres, le dunkles Deutschland. L'Allemagne des ténèbres, ce serait alors l'Allemagne des incendies criminels dans le foyer, des rassemblements nazis, des propos racistes, et puis il y aura une Allemagne de la lumière qui sera celle de l'accueil des réfugiés. On se rappelle tous de ces images des Allemands qui sont dans les gares pour accueillir les réfugiés, les volontaires qui aident dans cette crise de réfugiés. D'ailleurs, on peut garder ça en tête parce que quand on parlera de la série Deutsche, on a beaucoup ces deux images de l'Allemagne. Donc, l'Allemagne plutôt de la lumière et puis l'Allemagne des ténèbres. Donc, comme je vous ai dit, la crise des réfugiés, finalement, c'était plutôt bien géré. Et nos chiffres nous prouvent aujourd'hui que la plupart des personnes qui sont arrivées sur les territoires allemands sont plutôt bien intégrées. Mais cependant, cette crise a déstabilisé vraiment profondément la société. Et d'ailleurs, je pense, déstabilise toujours aujourd'hui. Elle a vraiment révélé une face de la société qu'on croyait vraiment complètement disparu, peut-être au moins un peu minoritaire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de la crise des réfugiés sans parler des extrémismes. Et les extrémismes dans les différentes formes, et on verra ça avec la série Deutsche, donc les différentes formes d'extrémisme dans lesquelles ils s'expriment aujourd'hui ne peuvent pas être compris sans revenir à 2015-2016. Dans les deux séries, on parle vraiment très très bien de cette interconnexion. C'est très présent et, à mon avis, plutôt bien démontré.
Oui, justement, c'est vrai que c'est pour ça que je vous ai invité, parce que c'est une thématique qui est assez récurrente aujourd'hui en Allemagne, hein. Je renvoie aussi les auditeurs à l'épisode 19, dans lequel Valérie Dustaff avait évoqué l'extrémisme dans le cadre de la série Dogs of Berlin, cette extrême droite présente à Berlin, mais dans le reste de l'Allemagne aussi. Et j'aurais aimé que vous commenciez par, comme c'est de tradition dans l'émission, présenter les deux séries que vous avez choisi de comparer, parce qu'on va voir qu'il y a des thèmes similaires, qu'il y a aussi une évolution, puisque la série Family Brown est de 2016, la série Deutsch vient tout juste de sortir en 2020, donc on va voir à travers tout ça qu'il y a une évolution sur le regard. Alors, avant ça, est-ce que pour les auditeurs, vous pourriez présenter les deux séries, Nele? Avec plaisir. Alors, Famille Brown, c'est vraiment une très très courte série d'une saison avec 8 épisodes qui font chacune 3 à 7 minutes. Donc vraiment, en 45 minutes, vous aurez vu toute la série. C'est un genre plutôt comédie avec une humour très noir qui et on parlera peut-être encore de ça, qui pousse un Allemand qui a vraiment une éducation civique très approfondie sur la Deuxième Guerre mondiale, vraiment à ses limites, parce que c'est très très noir comme humeur. La particularité de cette série est avant d'être montrée sur la deuxième chaîne publique en Allemagne, la ZDF, la Zweites Deutsches Fernsehen, elle a été diffusée tout d'abord sur YouTube. Donc, entre parenthèses, on parlera peut-être tout à l'heure de la perception de cette série, mais à mon avis, son point fort est justement ce côté un peu plus jeune, plus adapté à une éducation civique modernisée, donc très très court, diffusé sur YouTube et donc beaucoup plus accessible pour un jeune public. D'ailleurs, autre avantage pour les Français qui nous écoutent, vous pouvez tout à fait regarder cette série sur YouTube avec des sous-titres, en anglais certes, mais si vous avez aujourd'hui encore 45 minutes, n'hésitez pas et si vous êtes curieux, n'hésitez pas à la regarder aujourd'hui. Deutsche, donc les Allemands, c'est tout un autre genre. Il s'agit plutôt d'un drame avec suspense, mais pas toujours d'une mini-série. On a 4 fois 40 minutes. Donc, 40 minutes. Donc, c'est pareil. Si vous avez une soirée, vous pouvez tout à fait regarder toute la série sur la chaîne ZDF. Mais parlons maintenant vraiment du contenu. La famille Brown parle de deux néo-nazis qui doivent s'occuper d'un jour à l'autre de la fille noire d'entre eux. Nous nous retrouvons à Berlin, dans une Plattenbau, donc vous savez, un de ces grands tours grises très tristes. Et d'ailleurs, dans votre épisode sur Dogs of Berlin, ces milieux berlinois est très très bien décrit. Donc, nous nous retrouvons dans la colocation de Kai et Thomas. Ce sont des néo-nazis qui sont véritablement la caricature même de néo-nazis côté style vestimentaire, coupe de cheveux, un peu simple dans leur façon de penser. Et un jour, une femme érythréenne se retrouve devant la porte de cette colocation et on apprend que Thomas a eu en 2009 une petite aventure avec cette femme et que le résultat est la petite Léa qui a du coup 6 ans. Nous nous retrouvions donc en 2015 en pleine crise de réfugiés. D'ailleurs, cette femme, donc la mère de Léa, sera expulsée dans quelques jours et c'est donc à Thomas de s'occuper de la petite fille. Tandis que Thomas, il sait pas trop quoi faire, comment s'occuper de la petite fille. Kai, son colocataire, veut juste vraiment, parce qu'il est cette fille, elle veut se débarrasser de Lara. Et avec le temps, on voit que Thomas assume de plus en plus ce rôle de père et vraiment commence à douter de ses propres convictions politiques. Et là, si vous me le permettez, je vais un peu spoiler, il va finalement quitter sa colocation avec sa fille Lara et donc Kai doit retrouver un nouveau colocataire. La série allemande nous parle de complètement autre chose, nous parle beaucoup plus du clivage au sein de la société. C'est une fiction.
mais qui est tout à fait proche de la réalité, à savoir qu'un parti d'extrême droite, on n'aura jamais le nom de ce parti, mais la proximité avec la Alternative für Deutschland, l'AfD, est assez frappante. Et donc, ce parti obtient la majorité absolue lors des élections parlementaires. Et donc, cette série observe l'impact que cette évolution politique a sur la vie quotidienne de deux familles, de deux bords politiques complètement distincts. Donc, tout au début de la série, nous faisons connaissance de la famille Pilkes et de la famille Schneiders, qui sont voisins qui habitent ailleurs dans des maisons mitoyennes, dans une banlieue d'une ville dont on connaîtra pas le nom, mais vraiment on peut dire bravo aux auteurs de cette série parce que ce milieu est plutôt bien décrit, ces deux maisons mitoyennes, ambiance un peu ennuyée. Donc je pense que chaque Allemand qui a regardé cette série a un peu retrouvé l'ambiance de son propre enfance. Donc ça pourrait vraiment être une banlieue d'une grande ville quelconque en Allemagne. Bon, ces deux familles, la famille Pilkes et la famille Schneiders, ils sont pas particulièrement proches, mais ils entretiennent plutôt un bon contact voisin et notamment aussi parce que leurs deux fils ont toujours été meilleurs amis. Bon, sociologiquement parlant, on a d'un côté la famille Schneider, elle pharmacienne, lui professeur de lycée, qui vote plutôt à gauche, et puis on a la famille Pilkes, qui lui, plombier, elle, femme de foyer, est plutôt très conservateur dans leurs convictions politiques. Et donc, on a ces deux familles tout à fait typiques de l'Allemagne, telles qu'on les trouve aussi aujourd'hui en Allemagne. On apprend pendant cette série pratiquement rien de la dimension politique que j'ai évoquée, à savoir la prise du pouvoir du parti. Le régisseur s'intéresse vraiment à ces clivages de la société qui s'est mis en place. Par exemple, il y a le collègue de la mère de la famille Schneider, donc qui est pharmacienne. Ses collègues qui s'appellent Burak Delchilian, donc qui apparemment d'origine turque, qui sera tabassé en pleine journée, qui sera en cours de la série licencié de son poste de pharmacien. Il y a le restaurant d'une famille germano-turque qui sera incendié. Donc, au fur et à mesure de ces événements qui se passent dans la série, on comprend que les petites différences politiques qui existaient entre ces deux familles s'approfondissent et deviennent de plus en plus de vrais fossés qu'ils ne pourront plus franchir à la fin. Parce que si la famille Schneider tente vraiment, et on le voit à plusieurs reprises, de combattre cette radicalisation et d'ailleurs d'aider du coup ce pharmacien d'origine turque, la famille Pilkes qui à la base vraiment est pas d'extrême droite, quand même espère un peu que le nouveau gouvernement, donc d'extrême droite, apportera un nouveau départ pour l'Allemagne. Et de ce point de vue, là, c'est extrêmement intéressant et finalement d'une très grande actualité. Alors justement, l'actualité est très importante quand on regarde ces séries, on l'a évoqué tout à l'heure, puisqu'il faut les remettre dans un contexte de production qui renvoie pour 2016, pour la famille Brown, avec le contexte de la crise des réfugiés, et puis pour 2020, les différents attentats qu'a connu l'Allemagne. Alors, est-ce que vous pourriez présenter pour les auditeurs l'évolution de la situation, on va dire, politique et sociale en Allemagne sur cette période ? Alors, hélas, vraiment, entre 2016 et 2020, beaucoup de choses ont changé. Enfin, je me corrige. Je pense que le phénomène extrémiste ont toujours existé dans l'Allemagne d'après-guerre. Par exemple, est très présente aussi dans les années 90 après la chute du mur de Berlin. Mais aujourd'hui, en 2020, on en parle beaucoup plus et peut-être aussi ils sont beaucoup plus visibles. Vous savez, pendant les longues années, les chercheurs allemands n'ont que très peu ou même pas du tout étudié cet extrémisme de droite, le terrorisme d'extrême droite.
Je pense vraiment à un moment clé, c'est justement pour l'Allemagne la série d'assassinats terroristes qui a été perpétrée par le Nationalsozialistischer Untergrund, la NSU, dans les années 2000, et qui a vraiment permis à nous tous de mieux comprendre le risque majeur qui est fait courir l'extrême droite allemande. Donc, savoir que c'est pas juste un phénomène minoritaire. Le NSU, qui a été fondé en 99, a commis son premier attentat à la bombe l'année de sa création, à savoir donc en 99, et puis son premier meurtre un an plus tard en assassinant un fleuriste turc, Enver Şimşek, en Allemagne. Et quand même, en 2000, et même jusqu'à 2011 d'ailleurs, l'Office fédéral de protection de la Constitution, donc le Bundesverfassungsschutz, a toujours dit que il n'y a pas un vrai risque d'avoir une extrême droite violente, voire une extrême droite qui pourrait commettre des attentats, donc un climat sociétal qui pourrait être dangereux. Donc il faut vraiment qu'on apprend de cette série d'attentats de la NSU au moment où on se rend compte que la NSU a pu pendant plusieurs années commettre des attentats, que à la fois donc le Bundesverfassungsschutz, mais aussi la politique se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe en Allemagne, qu'il y a une radicalisation des militants d'extrême droite qui est très portée sur la violence. Et justement qu'il y a un danger en Allemagne d'avoir de plus en plus ce genre d'attentats. Dans le style des deux séries, on ressent d'ailleurs que entre 2015, 2016, 2020, il y a quelque chose qui a changé. Donc, à savoir, 2015-2016, c'est une période très difficile pour l'Allemagne. Nous avons, et on en a beaucoup parlé aussi en France, les incendies de foyers d'asile, on a la victoire électorale de l'AfD dans plusieurs Länder, on a, vous vous en rappelez certainement, Pegida, donc ce mouvement européen patriote contre l'islamisation de l'Occident. Ça commence déjà en 2014. Mais il y a quelque chose de finalement très violent, très radical déjà qui commence à apparaître dans la société allemande. Mais je pense le vrai point tournant sera vraiment l'assassinat de Walter Lübcke, un homme politique de la CDU, président du district de Kassel, qui a été assassiné par un militant d'extrême droite en octobre 2019. Puis on avait l'attaque d'une synagogue à Halle en 2019. Et bien évidemment, plus récemment, on avait l'attentat de Hanau en février de cette année. N'oublions pas non plus qu'en 2015-2016, certes, l'AfD est déjà présentée dans plusieurs parlements régionaux, mais en 2017, l'AfD, et ça c'est vraiment une première dans l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre, gagne des places au sein du Bundestag. Donc, entre famille Braun qui nous parle de 2016 et on espère toujours que ce courant d'extrême droite va à nouveau disparaître, que c'est plutôt quelque chose qu'on retrouve en Allemagne de l'Est et qu'il s'agit juste, vous comprenez mon sarcasme, de quelques néo-nazis. Et puis finalement 2020 où en Allemagne nous pleurons vraiment le décès de plusieurs victimes d'un terrorisme d'extrême droite et où l'AfD mène son discours haineux tous les jours au Bundestag, mais aussi dans tous les parlements des Länder, dans les 16 Länder, finalement beaucoup de choses ont changé et on ressent assez bien cette différence entre donc Famille Braun qui est sorti en 2016 et Deutsche donc qui est sorti en 2020.
Alors justement, Nele, maintenant, quand on regarde plus attentivement, quand on rentre plus en détail sur ces séries, vous avez dit l'avantage en plus, c'est que ce sont des séries courtes qu'on peut regarder très facilement. Est-ce que vous pourriez nous dire, par rapport au contexte social, notamment contexte familial, des gens qui sont représentés, est-ce que ça colle avec ce qu'on peut retrouver aujourd'hui en Allemagne? Alors, déjà, les deux séries décrivent vraiment des milieux complètement différents. Le milieu et les personnages de la série Deutsche me semblent beaucoup plus réussis, beaucoup plus adaptés à la situation actuelle en Allemagne. Les deux néo-nazis de la famille Braun sont, et d'ailleurs c'est certainement voulu, dans la caricature totale. Et d'ailleurs, de ce point de vue, plutôt intéressant. Vous avez tout de même dans la famille Braun des scènes assez grotesques où les deux personnages principaux font des totem-bags. Vous savez, ces sacs en coton que les Allemands beaucoup adorent. Et eux, ils impriment par exemple des logos néo-nazis sur ce totem-bag. Il y a une autre scène où la petite Lara cherche un costume pour le carnaval allemand. Et vu que c'est une maison où a priori il n'y a pas d'enfants, donc il n'y a pas de costume à la maison. Et donc du coup Thomas découpe un drapeau avec la croix gammée pour en faire une petite cape de coccinelle pour sa fille. Je pense vraiment que les auteurs voulaient véritablement challenger un peu les spectateurs. Parce que on se rend tous compte à la fin de cette courte série qu'on ressent une certaine sympathie avec Thomas, qui finalement est un personnage assez touchant. Donc, pour un néo-nazi, en se disant ah tiens, il a quand même un côté humain, c'est quand même très mignon de faire cette petite cape de coccinelle. D'un point de vue un peu, là où je trouve les deux caractères un peu plus, donc Thomas et Kai de famille Braun un peu plus compliqués, c'est justement que on est un peu trop dans l'image du néo-nazi des années 90, donc tête rasée. Ça, c'est vraiment quelque chose, cette image-là ne domine vraiment plus l'extrême droite. Donc ça, c'est beaucoup, le milieu d'extrême droite, c'est vraiment beaucoup complexifié par rapport à ça. Donc à savoir que bon, le national-socialisme d'antan est vraiment un peu passé de mode. Donc le milieu néo-nazi, les groupes d'extrême droite se sont beaucoup modernisés. Ils ont adopté un mode de vie qui aujourd'hui leur rend beaucoup plus attrayant aux yeux des adolescents, des jeunes adultes. Donc ils ont plus ce look un peu rétro et donc ils correspondent vraiment plus aux clichés qu'on a, nous tous d'ailleurs, hein, des partisans d'Hitler et des skinheads. Et à mon avis, vraiment, Kai et Thomas sont beaucoup trop dans ces clichés. Aujourd'hui en Allemagne, et peut-être ça aurait été plus intéressant d'avoir une colocation qui est plus proche de nouveaux groupes d'extrême droite qu'on rencontre aujourd'hui en Allemagne, par exemple des autonomes nationalistes, des nationalistes autonomes qui sont aujourd'hui très présents en Allemagne. Qui s'approprient aujourd'hui les symboles, l'apparence, le code vestimentaire des antifascistes, alors que ce sont leurs opposants politiques. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus un milieu extrême droite que les sociologues qualifient de patchwork, c'est-à-dire des jeunes qui s'habillent, qui écoutent la même musique que leurs contemporains, qui passent d'une certaine manière inaperçus dans les grandes villes aujourd'hui, mais qui restent toutefois complètement fidèles à l'hitlérisme classique et qui se réclament d'ailleurs directement du régime hitlérien. Donc, pendant des années, l'image que le pouvoir public, les médias, enfin peut-être même les chercheurs avaient, c'était justement cette image d'une extrême droite, les militants au crâne rasé, avec des Doc Martens, blousons de cuir, et la famille Braun, pour moi, à mon avis, est beaucoup trop dans cette image-là. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus complexe et qui reflète un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne.
Autre point très important, certes, dans les années 90 jusqu'aux années 2000, tout le petit groupe, parti d'extrême droite était finalement très séparé. Ce n'est pas entre eux, savoir que l'APD n'aimait absolument pas les skinheads, n'aimait pas certains groupes des néo-nazis. Et aujourd'hui, ça a complètement changé, à savoir que là où autrefois ça a plutôt freiné le milieu d'extrême droite qui était complètement divisé par ces dissensions internes, aujourd'hui c'est quelque chose, c'est beaucoup plus complexe et on se parle entre les différents groupes d'extrême droite. Ce phénomène-là, on le voit d'ailleurs très bien dans la série 2. Vous avez dans ces séries tout à fait des gens qui sont juste des Meatloaf, des suiveurs, à l'exemple de la famille Pilk, qui acceptent un nouveau pouvoir, et donc la radicalisation de la société, mais qui à la base sont absolument pas d'extrême droite. Vous avez dans cette série des jeunes qui en plus se profilent très violents, plus à l'exemple justement des autonomes nationalistes autonomes dont je vous ai parlé, et qui dans cette série vont tabasser le jeune pharmacien d'origine turque, et qui sont eux très proches d'un autre caractère dans cette série, qui est un cadre d'un parti d'extrême droite, qui en faisant du bien à l'échelle municipale, avec des actions complètement anodines, arrive vraiment à convaincre le citoyen lambda qui sait mieux faire que le parti traditionnel. Et de ce point de vue, je trouve vraiment que le personnage, ce petit milieu qui décrit, est un peu plus intéressant dans la série Deutsche. Alors justement, Nele, il y a quelque chose de très important aussi, c'est le ressenti qu'il y a en Allemagne sur ces séries. Alors est-ce qu'elles ont été reconnues? Est-ce qu'elles ont été aussi primées de la part du public allemand? Alors les deux séries ont été assez sévèrement critiquées en Allemagne. Il y a quelques critiques positives, mais en majorité, ça a été plutôt critiqué. En ce qui concerne la série Deutsche, peut-être d'ailleurs pas à tort. Effectivement, on a l'impression que les auteurs de la série souhaitaient faire un récit autour de la citation qu'on a, on ne sait pas si c'est vrai, mais qu'on a toujours attribuée à Theodor Adorno, à savoir « Je ne crains pas les retours des fascistes portant le masque des fascistes, mais des fascistes portant le masque des démocrates ». Et ces défis que les auteurs se sont posés ne fonctionnent pas tellement parce que ils ont complètement effacé ce côté plus politique. Personnellement, j'étais plutôt intriguée tout de suite, et finalement, j'étais très déçue du scénario qui, pour moi, reste un peu trop superficiel, un peu trop prévisible à mon goût. Donc, par moment, j'aurais préféré de voir aussi un peu ce qui se passe côté politique, à savoir qu'est-ce qui est discuté au Parlement. On entend de temps en temps, il y a une télé qui est allumée, on entend la voix du chancelier de ce parti, mais j'aurais préféré avoir quelques scènes où on explique un peu plus ce qui se passe côté politique, et de ne pas uniquement avoir ce regard sur les deux familles. Dans la mesure où les deux personnages qui représentent ce tournant populiste dans la famille Deutsche sont vraiment fortement antipathiques, on passe un peu à côté de cette menace très complexe, un peu sournoise, qui se présente aujourd'hui en Allemagne, parce que dans cette série, les gentils sont peu gentils et les méchants ont toujours été méchants. Et il y a un caractère dans la série, c'est justement la mère de la famille Pilk, qui commence à la fin un peu de douter. Donc c'est un peu plus intéressant et qui montre un peu plus la complexité du phénomène. Mais pour moi, vraiment, ça reste un peu trop dans le gentil, méchant. La famille Braun,
a également été fortement critiquée en Allemagne. Et je pense que cette critique est vraiment très typique pour l'Allemagne, parce que vraiment, enfin, je vous en ai déjà parlé, est-ce qu'on a le droit de rigoler d'une cape coccinelle faite d'un drapeau de croix gammée? Est-ce qu'on a le droit de ressentir quand même une certaine empathie pour un néo-nazi? C'est pour cette raison, je pense que la série peut très bien, voire mieux fonctionner à l'étranger. La preuve d'ailleurs, la série a reçu l'Emmy international et la productrice Béatrice Kram a, dans ce contexte, expliqué d'ailleurs que rire est finalement un outil très important de l'éducation civique en Allemagne pour intéresser les gens à ce phénomène, pour avertir un public de la menace d'extrême droite. Mais une fois de plus, c'est une série en 2016 qui a peut-être pu fonctionner. En 2020, après tous les attentats que l'Allemagne a dû subir, je pense que la série fonctionnerait peut-être un peu moins. Mais elle a été très vue en Allemagne. Beaucoup regardée. Alors justement, vous venez d'évoquer, Nele, quelque chose d'intéressant, c'est ce côté éducation civique qu'il y aurait pour peut-être les jeunes Allemands, la société allemande, à regarder ces deux séries. Alors qu'est-ce qu'il en serait dans ce cadre-là? Oui, c'est extrêmement intéressant de parler dans ce contexte de série de l'éducation civique en Allemagne. Parce que j'ai notamment perçu la série, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu restée sur ma fin de chercheuse, j'ai perçu la série Deutsche vraiment comme un outil éducatif pour jeunes adultes et adolescents. Ils ont posé la question de la radicalisation d'une société, le courage civique à prouver face à une telle radicalisation. Vous avez par exemple la mère de la famille Schneider, donc qui est pharmacienne, qui elle-même va, au moment où son collègue d'origine turque va être licencié, elle-même elle va donner sa démission parce qu'elle ne peut pas accepter que la propriétaire de cette pharmacie se comporte d'une telle manière. Je suis plutôt déçue en tant que chercheuse de la série Deutsche, mais je suis très satisfaite quant aux questions que cette série pose et qui vont être intéressantes à discuter à l'échelle d'un collège, d'un lycée. Vous avez par exemple le fils de la famille Pilkes, donc de la famille des profils plutôt conservateurs, qui penche de plus en plus du côté des populistes, qui lui-même, par pression du groupe, essaye de faire partie de cette bande de néo-nazis qui va tabasser le pharmacien d'origine turque. Vous savez, l'éducation civique joue vraiment un rôle clé en Allemagne. Nous avons maintes institutions, les fondations politiques, nous avons la Bundeszentrale für politische Bildung, donc la centrale fédérale pour l'éducation civique, qui remplit cette mission, qui part de la démocratie, qui avertissent des extrémismes. Et de ce point de vue-là, je trouve vraiment que la série est très intéressante. Mais comme je vous ai dit, donc, en tant que chercheuse, j'aurais aimé avoir plus d'analyse, plus de profondeur. Donc voilà, pourquoi pas à un moment donné une série Deutsche bis où on va vraiment regarder du côté politique, on suit plus le chancelier, ses communicants pour voir comment vraiment il influence sur la société. Ça m'intéresserait beaucoup. La famille Braun, c'est pareil, je pense que ça pourrait être une très belle série à discuter avec une classe du lycée, justement, mais qu'il faut vraiment bien former avant pour qu'ils comprennent ces dimensions un peu humour noir, pour bien comprendre ce que les auteurs voulaient justement dire avec cette série. Oui, effectivement, je pense qu'il y a, y compris en France, d'ailleurs, pourquoi pas dans des classes aussi, bien sûr, qui font des disciplines qu'on appelle de DNL, c'est-à-dire où on peut enseigner l'allemand en classe européenne ou en classe à Bibac. Et ça pourrait être très intéressant de montrer ces deux séries-là parce que c'est à la fois un reflet, vous l'avez dit, de la société allemande qui est relativement grand public, donc vous l'avez dit, avec les limites que vous avez montrées, vous, en tant que chercheuse. Mais j'aurais aimé savoir maintenant, même si c'est assez court, ces deux séries-là, par laquelle il faudrait commencer et peut-être qu'est-ce qu'on peut vraiment aller chercher dans chacune d'elles en tant que grand public qui veut s'informer sur l'Allemagne? Alors,
je pense, pour avoir une étude vraiment plus approfondie, je commencerai avec la série Deutsche. Bien que, enfin, vous l'avez dit, le spectateur reste un peu sur sa faim quant à la dimension politique. Ça reste assez classique quant au scénario, un peu scolaire, un peu prévisible. Mais malgré tout, et bien que ce soit une fiction, on est assez proche de l'actualité allemande et justement les lieux qui sont décrits, les familles telles qu'elles sont construites dans cette série. Moi, en tant qu'Allemande, je me suis beaucoup retrouvée dans cette série. Justement, je trouvais cette ambiance allemande telle que je l'ai connue dans mon enfance. Mais malgré tout, ça reste assez prévisible, hein, assez scolaire. Et de ce point de vue, et là vraiment vous avez une série, donc en 45 minutes, vous pouvez la regarder là tout de suite si vous avez le temps. Famille Brown propose, et on ne dirait pas au début, vu un peu le genre et la légèreté de dialogue, on a vraiment une gymnastique intellectuelle beaucoup plus intéressante au moment où on accepte vraiment, et là pour les Allemands parfois c'est un peu plus compliqué, peut-être pour le Français ça va être moins difficile, mais au moment où on accepte de sortir un peu du politiquement correct, au moment où on accepte de se questionner sur sa propre empathie qu'on pourrait ressentir pour ce personnage de Thomas, c'est extrêmement intéressant. Mais bien sûr, cela implique qu'on se prépare à cette gymnastique intellectuelle. Donc on ne pense pas regarder une série comédie lambda, mais vraiment que, bien que ce soit que 45 minutes, on se concentre bien, on étudie vraiment chaque mot, chaque geste, sa propre réaction et ses pensées. Et là, vraiment, en 45 minutes, c'est même pour historiens, chercheurs qui travaillent sur l'extrême droite en Allemagne, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et divertissant en même temps. Bien, Nele Weissman, merci beaucoup pour la présentation de ces deux séries. Alors, c'est vrai que ça s'inscrit effectivement, comme vous l'avez dit, dans la lignée de ce qu'on a fait pour Dogs of Berlin. Donc, on explore cette société allemande actuelle avec cette percée de l'extrême droite qui est, vous l'avez bien montré vous aussi, comme l'avait fait Valérie Duslav, une concomitante à la société allemande actuelle, hein, avec l'AfD qui progresse dans beaucoup de Länder. Donc, vous nous avez aussi donné une excellente bibliographie qui permettra à celles et ceux qui voudraient s'informer beaucoup plus sur toutes ces thématiques d'immigration et d'extrême droite en Allemagne d'aller plus loin. Alors la bibliographie est disponible sur le site de notre partenaire nonfiction.fr ainsi que sur notre site internet à nous, donc histoireensérie.com. Merci Nele pour cette très bonne présentation de ces mini-séries. On espère que vous serez nombreux à les regarder et à les apprécier parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'espère vous retrouver Nele bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.